Bonjour à tous, bienvenue à Vit ton vin 2024 pour cette première conférence. Il y en aura une demain à la même heure sur la biodynamie. Et là, aujourd'hui, nous parlons des cépages oubliés avec Jean-Baptiste Duquesne, qui a le château Casebonne à Saint-Pierre-de-Mons, pas bien loin de Langon, en fait. Tout à fait, oui. Donc, je suis installé à Bordeaux depuis 2017, après une première carrière plutôt dans le digital. J'ai créé un site de recettes de cuisine qui s'appelle 750 grammes. Donc si vous cherchez des recettes sur Internet, vous êtes peut-être tombé sur mes recettes de cuisine. J'ai revendu ce site à un groupe média et je me suis consacré à ma passion, qui est le vin depuis toujours, et avec une envie de produire du vin, d'essayer de produire des vins singuliers, des vins de terroir. Et c'est comme ça que je suis assez vite arrivé à me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait dans nos vignes autrefois ? Et ce travail que je fais maintenant depuis 7 ans, qui était un travail de définir un peu l'inventaire de ces cépages qu'il y avait dans nos vignes, un inventaire qui n'est probablement pas encore fini, et de peu à peu replanter ces cépages pour essayer de comprendre ce qu'il y avait dans la tête d'un vigneron en 1900 qui plantait ces cépages. Je ne veux pas croire qu'un vigneron en 1900, s'il plantait 70, 80, il y avait 70, 80, au minimum 70, 80 cépages dans la vigne. Je ne veux pas croire qu'il faisait ça par hasard et qu'il y avait forcément des motivations sur chaque cépage, en plus, en moins. Mais en tout cas, il y avait un bénéfice, parce que le métier d'un vigneron, c'est de choisir un cépage sur lequel il va pouvoir gagner sa vie, avant de faire un bon vin. Parce qu'à la limite, si on peut produire beaucoup d'un vin quelconque qu'ils ont facilement, le vigneron il va avoir tendance à l'adopter. Donc un bon cépage pour nous vignerons, c'est peut-être pas le bon cépage pour vous. C'est un cépage où on va pouvoir produire du vin dans une qualité suffisante pour le vendre à un prix donné et pour mieux gagner notre vie. Donc c'est un mix entre le volume et le prix de vente qui fait la qualité d'un cépage pour moi. Et c'est ce travail que j'ai initié depuis 7 ans maintenant. Et le château Casebonne est une sorte de musée alors, ou c'est une expérience? Ça devient un musée, parce qu'au début, en fait, que je me suis lancé dans ce pari, un peu naïf, je croyais j'avais ouvert quelques livres et je croyais qu'il y avait 5, 6, 7 cépages. Donc je me suis dit, c'est simple, je vais rajouter à côté de mon domaine quelques petites parcelles, 500 pieds, 1000 pieds, pour pouvoir faire une cuvée, faire 500 bouteilles de chaque cépage et pouvoir me poser la question. Et dès le premier jour, je me suis dit, je vais tous les replanter. Donc je suis prisonnier de cette promesse. C'est qu'au fur et à mesure que j'avance, la liste s'allonge. J'en suis aujourd'hui à 70 cépages identifiés. Et donc j'ai un travail qui va se prolonger. J'en ai planté 26 aujourd'hui dans mes vignes. Et donc ça devient un peu pas très rationnel, mais c'est passionnant. Combien de cépages oubliés à peu près? J'en ai 70 sur la liste, dont les cépages qu'on connaît aujourd'hui à Bordeaux. Et la liste peut s'agrandir encore? Je pense, oui. Et de toute façon, la liste, on ne pourra jamais la connaître de manière objective, parce que toute la difficulté, c'est qu'on a dans la littérature du 19e siècle peut-être 2000 noms de cépages mentionnés, et que dans ces 2000 noms, il y a énormément de synonymies, énormément de noms qui sont redondants, et que du coup, la vraie preuve, c'est de pouvoir rapprocher la génétique actuelle connue d'un cépage avec un nom cité dans un livre dans la littérature, et quand bien même aujourd'hui ce cépage a le même nom, on sera scientifiquement pas certain que ce soit le même. Donc j'ai travaillé avec un ampélographe qui est Olivier Yobréga, qui est basé à Gaillac sur le Conservatoire des cépages du Sud-Ouest, et qui est une encyclopédie de tous ces cépages, et allant jusqu'à où est-ce qu'on a trouvé un pied de Saint-Macaire, dans quelle commune en 1931, en 1933, sur quelle propriété, sur quelle parcelle de quel propriétaire. Et à partir du moment où on a cette preuve que le cépage a été trouvé dans une parcelle en 1933 et a été inscrit dans un conservatoire en disant ce cépage a été trouvé à Créon, à partir de ce moment-là, j'ai la preuve que le cépage a bien été en Gironde, a bien été à Créon en 1933, puisqu'on a encore
le descendant de ce bois qui a été, de ce pied qui a été bouturé et qui a encore la même source génétique. Mais il y a un certain nombre de cépages dans lesquels on n'a pas les inscriptions au catalogue, sur lesquels il y a des éléments de description dans la littérature, dans l'ampélographie, mais qui nous donnent pas la certitude absolue de l'équivalence entre le nom et le cépage. Ça, c'est un travail d'historien, alors. C'est un travail d'historien, oui. Avec la chance que j'ai aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je peux être historien en herbe parce que tout est scanné dans les encyclopédies en ligne. Donc le soir, à 10h le soir, on peut se mettre sur Gallica, récupérer toute la littérature du 19e siècle et éplucher ses livres, alors qu'il y a 20 ans, il fallait faire ce travail d'historien. Donc, je n'ai pas la prétention d'être un historien, mais j'ai forcément fait un travail d'historien. J'ai écrit un livre issu de ce travail, qui est Bordeaux, une histoire de cépages, justement pour raconter tous les cépages que j'ai retrouvés et les preuves de leur présence dans nos vignes autrefois, et également de faire un travail historique qui est d'essayer de comprendre pourquoi ces cépages ont bougé, pourquoi les vignerons les ont adoptés, pourquoi ils les ont abandonnés, et sachant que depuis 1850, le vignoble connaît beaucoup de crises, et puis aujourd'hui on en connaît encore, et donc ces crises qu'on connaît aujourd'hui, elles vont encore faire bouger l'encépagement, parce que ce sont les crises qui font bouger l'encépagement. Est-ce qu'il y a certains cépages qui ont une histoire vraiment particulière et qui les isolent un petit peu des autres? Chaque cépage a une histoire singulière. Hein. Oui. Chaque cépage. Donc tous ces cépages, ils sont relativement bien décrits dans la littérature, chez les ampélographes. Ils sont en conservatoire, donc ils sont décrits, observés. On connaît la description de la feuille, de la grappe, leur sensibilité, leur date de débourrement, leur date de maturité, leur date de vendange. Tout ça, c'est bien connu. La difficulté, c'est de comprendre. Mais ce qui nous manque, c'est le regard du vigneron sur ce cépage et pourquoi il l'aime bien. Ces éléments sont objectifs. Hein. On a besoin de connaître, on a besoin de savoir s'il débourre tôt et s'il va geler. On a besoin de savoir. En fait, c'est quoi pour moi la façon dont je l'analyse aujourd'hui, c'est que j'ai 5 ou 6 critères que je veux observer sur chaque cépage. Je veux savoir quand est-ce qu'il débourre, et comment il se comporte au débourrement. Je veux savoir comment se passe sa floraison. Est-ce qu'il coule, est-ce qu'il ne coule pas. Je veux savoir quelle est sa sensibilité au mildiou. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur, puisque je suis en bio. Je veux savoir quelle est sa résistance au stress hydrique, qui est un paramètre nouveau qui évidemment n'est pas documenté, mais comment se comporte un cépage qui n'a pas d'eau pendant 2 mois, au mois de juillet-août, comme on peut le connaître, comme sur un millésime 2022. Je veux savoir comment il se comporte à des stress hydriques avec des températures supérieures à 40 degrés. Là aussi, c'est un caractère nouveau. Il y a des cépages qui, à 40 degrés, et c'est pas le même sujet que le stress hydrique. Parce que il y a des cépages qui vont résister au stress hydrique, mais qui vont, dès qu'il va passer à 40 degrés, ils vont s'arrêter, quoi. Ils vont arrêter la croissance de la maturité du raisin, ça va bloquer ce que j'ai observé. Et puis après, je veux surtout voir au vendange quel est l'équilibre de ce cépage, son équilibre pH, degré d'alcool et maturité phénologique. Donc c'est tous ces critères que j'essaye de manière empirique de documenter pour savoir lesquels m'apportent des réponses. Donc pour répondre à ta question, évidemment que du coup, quand dans la littérature, on a un bouche à laisse, le bouche à laisse, il a beaucoup de noms. Ouais, je pourrais raconter une anecdote. Je vais commencer par cette anecdote. Le bouche à laisse, dans les graves, ça s'appelait le grappu. Dans le blayé, il s'appelait le prolongeau. Il s'appelait aussi le gros de Judith. Il avait, en gros, un cépage, dans chaque village, il y avait un nom. Les anciens nommaient le cépage. Et en 1935, quand on crée l'appellation Bordeaux, on définit les cépages principaux autorisés, donc le Merlot, le Cabernet Sauvignon, Carmenère, Malbec, Cabernet Franc, et on définit les cépages accessoires. Les cépages accessoires, c'est ceux qui, de manière empirique, étaient déjà dans les vignes et sur lesquels on ne pouvait pas empêcher le vigneron, on pouvait pas dire au vigneron tu l'arraches parce qu'on l'a pas mis dans ton cahier des charges, quoi. Donc il y avait une dizaine de cépages listés, et pour vous dire, en 1935, dans le cahier des charges sont listés le grappu et le prolongeau, qui est le même cépage dans le blayé et dans les graves. C'est-à-dire que cette connaissance de l'encépagement et cette connaissance empénographique, elle est extrêmement moderne.
C'est-à-dire qu'en 1935, le législateur était incapable de faire la différence entre un grappu et un prolongeau et ils inscrivaient dans le texte de loi les deux cépages qui étaient le même cépage. Donc ce cépage qui est le prolongeau, le grappu, le bouchalès aujourd'hui, tel qu'il est ampélographiquement nommé, c'est un cépage qui, au 19e siècle, on disait aux vignerons, ne le plantez surtout pas. Vous allez avoir des vins extrêmement acides. Vous allez avoir des degrés à 7-8 degrés. Vous n'arriverez jamais à le mûrir. C'est pas intéressant. Donc ça, voilà, là, la motivation du cépage, elle est connue. Aujourd'hui, le bouchalès, je le vendange à 12 degrés, pour entrer dans un débat technique, avec des acidités de 5-6, avec une grosse maturité. Donc c'est un cépage qui est intéressant dans cette capacité à nous apporter cette fraîcheur et cette acidité qui manque aujourd'hui dans nos vins quand on les pousse en maturité, notamment sur du merlot et des choses comme ça. Donc c'est un exemple, mais sur chaque cépage, je dois réinventer la motivation du vigneron et comprendre en bien ou en mal la raison. Je prends un autre exemple, le Saint-Macaire. Le Saint-Macaire est très décrié, donc il apparaît dans la littérature en 1802-1804 dans les inventaires de Dupré de Saint-Maur, qui est un intendant, un grand intendant et qui demande dans toutes les régions françaises d'envoyer leurs cépages. Donc il reçoit des délégations, il demande à tous les préfets, tous les intendants à l'époque de leur envoyer les cépages locaux, et il récupère comme ça quelques centaines de cépages issus de régions françaises. Et donc Bazas envoie, Libourne, Pauillac envoie des cépages. Le Saint-Macaire, il est nommé dans l'inventaire de Libourne, et c'est un cépage qui est clairement décrié dans les palus, très productif, des vins assez herbacés, peu qualitatifs. Donc j'en ai planté. J'ai compris, c'était dans le Saint-Macaire, quand je fais une taille à un guyot simple où je laisse 7 bourgeons et 2 bourgeons sur le côte. Et chaque bourgeon me sort 3 bourgeons et chaque bourgeon me sort 3 grappes. Donc c'est-à-dire que sur 8 bourgeons, je sors 72 grappes. Donc sur le Saint-Macaire. Donc évidemment que le vigneron en 1900, il était content d'avoir 72 grappes. Il faisait un vin à 6-7 degrés, pas mûr, pas bon, mais il faisait 200 hectos, quoi. Donc à une époque où on vendait que du vrac, la bouteille, ça n'existait pas en 1900. Et la notion de cépage n'existait même pas, parce que là aussi on se préoccupe des cépages, mais on se préoccupe des cépages parce qu'on est dans une logique très contemporaine où chaque cépage va être mis en bouteille dans des cuvées de manière très spécifique, avec cette technologie qui est le verre, qui est là et qui est pas cher, qui te permet d'isoler. Mais il faut se remettre dans la tête du vigneron en 1900, il vendait une barrique de vin. Et le consommateur, il achetait une barrique de vin. Il n'y a pas d'autre façon d'acheter du vin, sauf quelques crus prestigieux avec du verre qui était soufflé à la main et des choses, mais très très artisanales. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être 1-2% des vins qui étaient mis en bouteille, quoi, à cette époque-là. Et donc à partir du moment où on vend ce vin en barrique, la provenance et le cépage, on s'en fout, quoi. On a un produit de consommation qui à l'époque fait 6 à 8 degrés, qu'on dilue. Un ouvrier, un maçon, buvait 6 litres de vin en 1900. Donc 6 litres de vin par jour. Donc il faut revisiter ça dans cette logique. Et du coup, cette logique a consisté à réduire l'encépagement et faire des choix. Le travail n'a pas vraiment été fait d'observer ces cépages et de savoir ce qu'on pouvait en donner. Surtout qu'il y a d'autres critères. J'anticipe sur tes questions, mais on fait comme on a dit. On fait comme on a dit. Il faut du coup, je perds mon fil. Je voulais dire quoi? Ça te redonne la main. Ça me redonne la main. Donc on parlait des vins très peu en bouteille. Ensuite, des 6 litres par personne et par jour. C'est ça. Et ensuite, oui, qu'est-ce qu'on choisit? Pourquoi à Bordeaux, on a du Merlot, du Sauvignon et du Cabernet Sauvignon? C'est une très très bonne question. En 1950, il n'y avait pas de Cabernet Sauvignon dans l'Entre-deux-Mers. En 1950.
Donc c'était hier. En 1950, le Sauvignon était le 8e cépage planté à Bordeaux. Donc aujourd'hui, c'est le premier avec 70% du volume. 8e. C'est-à-dire qu'il y avait 7 cépages avant, plus plantés que le Sauvignon. Est-ce que vous êtes capable de me citer ces 7 cépages? Ah. En blanc. En blanc. Il y a du colombard. Ouais. Alors Sémillon était le grand cépage dominant. Il y a de la muscadelle. Il y a beaucoup du nid blanc, bien sûr. C'est peut-être le deuxième, le nid blanc à cette époque-là. Le cabernet blanc. En blanc, je ne connais pas le cabernet à Bordeaux. Non, mais il y a le merlot blanc. Le merlot blanc devait être le 4e ou 5e cépage. Pas à ma connaissance dans les 7 premiers, mais il y avait, je pense, il y avait aussi du Mozac et de Londinque dans les cépages les plus pointés, qui sont des cépages de Gaillac. C'est dire que cette conception de l'encépagement est extrêmement moderne. En fait, elle date de 1960. Et pourquoi elle date de 1960 ? C'est parce qu'en 1935, on fait un décret d'appellation, et donc on choisit des cépages parce que le sénateur Capu, qui était un sénateur bordelais, après différentes lois qui avaient été mises en place pour régir la production de vin, suite à des crises viticoles, notamment la crise de 1907. En 1907, il y a une énorme crise dans le vignoble, à tel point que c'est une insurrection dans tous les vignobles français. On retrouve 600 000 personnes dans les rues de Montpellier à manifester en juin 1907. Donc depuis, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu une telle insurrection en France. Les gilets jaunes à côté, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui s'est passé avec les émeutes de 1907. Et là, le gouvernement français se dit « Oulala, ces vignerons sont dangereux ». Ils sont dangereux, ils sont compliqués à gérer, et ils font n'importe quoi. Et du coup, ils régissent pas leur marché. Et il va falloir qu'on fasse des choses pour régir la production de vin. Et on commence à inventer des lois. On fait des lois en 1909, 1913, 1919. À chaque fois, ce sont des échecs, ne fonctionnent pas. Et arrive en 1927 le sénateur Capu qui définit le principe des usages locaux, loyaux et constants, qui est de dire il faut définir une aire d'appellation sur laquelle, parcelle par parcelle, on va définir les zones de production, et il faut définir les cépages qui vont donner la typicité du lieu. Et donc, il a dit, il faut choisir à Bordeaux les cépages qui font la typicité bordelaise. Et qui, en 1930, 1932, a les moyens d'aller à la préfecture à Bordeaux pour négocier dans les coulisses le choix de ces cépages, c'est les Médocains et les Sauternais. Ce sont les propriétés les plus établies, les plus grosses. Et qui ont aussi toute la littérature derrière eux, parce que toute la littérature du 19e siècle, évidemment que ces propriétés-là étaient plus à même de faire des grands vins, de produire des produits de qualité. Donc on a dit, les Médocains et les Sauternais font d'excellents vins, donc les meilleurs cépages, c'est les cépages des Médocains et des Sauternais. Ce qui est quand même un biais de raisonnement important. Et en contrepartie, en 1850, pour vous mettre dans le contexte, je n'ai pas les chiffres au début du siècle, mais en 1850, il y avait 200 000 vignerons en Gironde pour 130 000 hectares. C'est-à-dire qu'un vigneron avait moins d'1 hectare. Et donc, il avait tous ses cépages dans ses vignes et moins d'1 hectare. On imagine quelqu'un en 1850 qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas appris à faire du vin, qui n'a jamais changé de barrique. On imagine que son vin ne devait pas être terrible dans ces années-là. Donc évidemment que ces cépages plantés dans l'entre-deux-mers, ils n'étaient pas bons. Je veux dire, les vins produits avec n'étaient pas bons. Donc on a balayé tout ça en disant on va faire un choix. On va faire un choix, on va balayer. Et donc en 1935, on dit aux vignerons, voilà l'AOC, voilà si vous voulez l'appellation Bordeaux, Pauillac, Grave, il y a eu peut-être une trentaine d'appellations à Bordeaux qui ont été définies à ce moment-là. On lui dit, tu devras arracher ce que tu as dans tes vignes au bout de 10 ans. Donc 35 plus 10, ça fait 1945. 1945, on a autre chose à foutre que demander aux vignerons d'arracher ses vignes. Donc on attend le gel de 1956. En 1956, en février 56, il fait une température sibérienne en Gironde, des températures moyennes négatives jour-nuit sur tout le mois. Il fait -1 degré en Gironde en février 56.
Donc il fait moins 1 degré, ça veut dire des pointes de température à moins 25 degrés sur certaines zones, et ça veut dire que la moitié des pieds de vigne éclatent. Le cep explose. Et du coup, la moitié des pieds de vigne ne repart pas, et donc il faut reconstituer ce vignoble à partir de 1956. Dans les cadastres, aujourd'hui, dans les propriétés, dans nos propriétés viticoles, il y a très régulièrement encore, les vieilles parcelles datent de 1958. Elles datent de cette reconstitution-là. Et en 1958, c'est là qu'on commence à planter du merlot et du sauvignon partout. Et il y a un autre paramètre qu'il faut ajouter pour la compréhension de ce qui s'est passé, c'est que le phylloxéra était d'une grande aide à l'adoption des cépages. Puisque la solution au phylloxéra, c'est de planter un porte-greffe et de surgreffer ce porte-greffe pour mettre un cépage, on peut faire une désadéquation du cépage au terroir. Donc quand on dit qu'il faut choisir des cépages adaptés au terroir, c'est surtout qu'il faut choisir des porte-greffes adaptés à nos terroirs. Et c'est ça qui rend possible l'installation du Cabernet Sauvignon dans l'entre-deux-mer. Puisqu'un Cabernet Sauvignon franc de pied sur des vignes, sur des argiles qui peuvent stocker de l'eau, il crève. Il est pris de pourridier et le pied, il meurt. Donc c'est-à-dire que, alors que dans les graves et la rive gauche, qui était son terroir d'origine, sur des sols de sable, de graves drainés, le Cabernet Sauvignon, il se porte très bien, il n'a pas les pieds dans l'eau, il se porte très bien. Donc à partir du moment où on a commencé à mettre des porte-greffes, on a pu mettre n'importe quel cépage, n'importe où. Il suffisait de choisir. Et du coup, ça a permis de simplifier. Donc on avait, avant le phylloxéra, besoin d'une panoplie de cépages beaucoup plus large pour avoir une adéquation beaucoup plus forte du cépage au terroir. Donc nos anciens connaissaient bien mieux leur cépage et connaissaient bien mieux leur terroir pour choisir qu'il allait mettre de l'ondingue sur ici, qu'il allait mettre du sémillon sur cette parcelle bien exposée, qu'il allait mettre en blanc du mosaque à un autre endroit parce qu'il y avait des argiles et que les argiles lui pesaient. Et ce savoir qui n'était évidemment pas écrit et qui était transmis de manière empirique n'a pas été transmis. Aujourd'hui, je pense qu'aucun vigneron est capable de dire en franc de pied quel cépage il faut mettre sur quel terroir, on n'en sait rien, quoi. Donc c'est un savoir, et ce qui explique la diversité qu'il y avait dans notre vigne, parce qu'elle avait besoin de cette diversité, d'avoir plus de solutions. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pas vraiment par rapport à l'origine des cépages ou des choses comme ça, mais c'est plus par rapport à votre production, parce que vous dites cultiver aujourd'hui 26 cépages différents. Et je me demandais, quand vous faites vos vins, vos assemblages, comment vous faites ? Est-ce que vous faites des bouteilles monocépages ou vous assemblez et comment vous faites quoi, pour que votre production elle ait un sens à la sortie ? Voilà. En termes de production, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'assembler. Je suis obligé d'assembler parce que des fois j'ai 100 kg de raisin. Quoi. Les 100 kg de raisin, je ne sais pas les vinifier. Quoi. Je n'ai pas de micro-cuves de vinification qui me permettent de faire 100 litres de vin. Quoi. Donc je travaille sur donc surtout un travail. Donc c'est pour ça que c'est pas un travail scientifique. Je fais un travail empirique d'observation de ces cépages, de ce qu'ils m'apportent, et je me forge des intuitions, mais elles sont discutables par rapport à un travail vraiment documenté que feraient des scientifiques. Donc je travaille par des lots de vendanges de cépages à maturité comparable. Donc je vais vendanger ma mairie en même temps que le Jurançon Noir, en même temps que le Saint-Macaire, sur un lot qui va me permettre d'avoir 1000 kilos de raisin et pressé, d'avoir peut-être 700-800 litres de vin. Et après je vais élever dans 1 ou 2 barriques le plus longtemps possible. Donc je vais avoir j'ai dans mes chais 10-15 lots comme ça de cépages différents, parfois assemblés, parfois pas, en fonction du millésime, parce qu'il y a des millésimes. Un millésime 2023 et beaucoup de mildiou, on a moins de récoltes, donc on a tendance à, dans le même contenant, assembler les cépages. Un millésime plus généreux, je vais faire 2 barriques d'un même cépage, et donc je vais mettre en bouteille certains cépages, certaines années, si j'ai 1000 bouteilles. Donc j'ai pu isoler du Jurançon Noir, j'ai pu isoler le Bouchalès, j'ai pu isoler, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bouchalès, Jurançon Noir, j'ai fait de la Carménère aussi, un petit lot de Carménère cette année, mais les autres, j'ai une cuvée d'assemblage haut de gamme et une cuvée d'assemblage plutôt sur des vins de fruits qui assemblent ces cépages aujourd'hui. Nouvelle question. Quand tu parles de cépages oubliés, tu dis 60 cépages oubliés, ce sont uniquement des autochtones ou régions bordelaises particulièrement ? Il n'y avait pas de frontières sur les cépages autrefois. Alors, il faut d'abord définir c'est quoi un cépage. De manière concrète, vous avez une famille
en 1211, ils ont 10 enfants, et on décide que le deuxième, c'est un génie, et on décide depuis 1211 de cloner ce génie. C'est ça un cépage. C'est un cépage, et du coup, ce cépage, on ne pourra jamais le reproduire. Quand bien même les parents sont encore en vie, encore en état de procréer. Parce que si vous recroisez les parents, vous avez un frère ou une sœur. Donc vous avez un cépage rouge ou un cépage blanc. Et ce cépage n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc la ligotée, le chardonnay, le romorantin, ce cépage français, le gamay, ont les mêmes parents. Le pinot noir et le gouais, si je ne dis pas de bêtises. Ou le tressaut, je ne sais plus, j'ai oublié. Donc c'est-à-dire que ces deux parents ont donné 30 cépages français bien connus aujourd'hui. C'est-à-dire que ce capital, il est non reproductible. On ne peut pas reproduire un cépage aujourd'hui, puisque... Alors c'est la force et la faiblesse d'un cépage. C'est par hasard, on a obtenu un croisement, et comme le végétal se bouture, on a bouturé à l'infini ce même individu. C'est ça un cépage. C'est un bouturage à l'infini. Et ensuite, sur ce bouturage, il y a des micro-variations génétiques qui font qu'il y a d'autres cépages qui peuvent se créer artificiellement, mais de manière extrêmement rare. C'est-à-dire que le sauvignon gris, sauvignon rose, est une mutation du sauvignon, mais à la même génétique que le sauvignon. Donc tous les gris, donc les cépages peuvent muter de couleur, pinot noir, pinot blanc, ce sont des mutations. Mais c'est une façon assez rare de créer un cépage. On peut très bien, si vous avez 1 million de pieds de sauvignon, il y a un jour, vous allez passer dans la parcelle et vous allez trouver des raisins qui sont devenus roses. Et peut-être que ça sera rose du côté droit du pied et pas du côté jaune, du côté gauche de la branche du pied. Et si vous bouturez la branche droite de ce pied qui fait des raisins roses, vous aurez à l'infini du sauvignon rose. Et ça, c'est une explication, ça bloque un gène, ça bloque ou libère le gène de la couleur. Donc c'est par hasard le gène. Donc c'est pour ça que la définition du cépage, c'est important de comprendre ça et pourquoi ce patrimoine est très riche. C'est-à-dire que c'est 8 ou 10 000 ans d'observation des anciens qui ont permis de bâtir ces cépages. C'est pourquoi ça qu'on est aujourd'hui dans une impasse. Et pourquoi avec les maladies, avec la pression, on est dans une impasse, parce que c'est compliqué de produire un cépage. Il nous a fallu peut-être 10 000 ans pour les créer, ces cépages. Et on les a créés par hasard. Donc si on veut le faire aujourd'hui en laboratoire, peut-être qu'on va mettre 150, 200 ans, à force d'observation et en travaillant sur des échelons très larges, mais on n'obtiendra jamais le même cépage. Donc moi je travaille sur ces Vitis vinifera, qui sont issus d'une branche de cépage européenne, donc qui est venue on le connaît aujourd'hui, il y a des travaux scientifiques qui sont sortis il y a 2 ans qui font la cartographie de tous les bassins d'origine de cépages, et on sait que c'est venu aujourd'hui de manière certaine du Proche-Orient, de l'Arménie, de l'Iran, de cette zone-là, et puis après ça s'est étendu. Et donc la question des cépages autochtones, donc du coup c'est quoi un cépage autochtone, puisque on va pas être raciste, tout le monde s'est croisé, quoi. Tout le monde s'est croisé entre tous ces bassins de cépages, et puis ça a évolué, et puis ça a créé toutes ces variétés. Donc il n'y a pas vraiment de cépage autochtone. C'est-à-dire que moi, dans les cépages que je replante, mon critère, c'est le cépage dont j'ai la preuve qu'il existait en 1900 à Bordeaux. Mais évidemment que dans ces cépages, je vais m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de chenins à Bordeaux autrefois, qu'il y avait beaucoup de cinsault, le cinsault de la vallée du Rhône, qui m'intéresse de revisiter, qu'il y a eu de la syrah à Bordeaux, mais elle est plutôt très tactique au 19e siècle, des grands propriétaires médocains qui essayent la syrah à Bordeaux au 19e siècle, qui en font une grande éloge. Donc ceux-là, ils sont assez anecdotiques. Et puis après, les cépages ont circulé beaucoup par les voies de circulation. Donc les cépages, ils ont circulé par la Garonne, par la mer, par les voies de Saint-Jacques de Compostelle, où le pèlerin partait, changeait de pays, goûtait le vin
à 300 km de chez lui, chez un autre vigneron. Donc il allait vers l'Espagne ou dans les Pyrénées et goûter un truc qu'il trouvait intéressant. Il demande des vignerons, il dit c'est intéressant. Et hop, il ramenait des Carménés. Et puis les Carménés ont évolué. Donc les cépages ont beaucoup de circulé. Donc les bassins, on est dans une vision du XXe siècle où par les AOC, on a obligé les régions à choisir leurs cépages emblématiques. On les a catalogués, on a dit le Bourgogne c'est le Pinot Noir, la Loire c'est le Chenin, Bordeaux c'est le Cabernet. C'est un élément de vérité, mais c'était beaucoup plus complexe. C'était beaucoup plus complexe parce que les cépages ont beaucoup circulé. Maintenant, il y a des cépages autochtones à Bordeaux. C'est quoi un cépage autochtone? C'est un cépage qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Le Mansin Noir des Palus, vous aurez dans le salon. J'ai un collègue qui en fait 2 collègues, j'ai le Château Tirpé et l'Île Rouge qui en propose. Le Mansin, on l'a retrouvé qu'à Bordeaux et on ne connaît pas ses parents. On ne sait pas d'où il est venu, parce qu'aujourd'hui, depuis 15-20 ans, on fait la génétique des cépages et on connaît aujourd'hui quel est le père, quelle est la mère, et c'est connu. Donc ça, on a un peu l'arbre généalogique des cépages, il est aujourd'hui très documenté, avec des cases qui manquent. Il y a des inconnus dans cet arbre généalogique. Donc, ce qui nous permet d'estimer d'ailleurs les manquants. Est-ce qu'il y a des cépages qui ont disparu? Quand je pose la question aux empélographes, ils ne savent pas, parce que s'il y a un point d'interrogation dans un arbre généalogique, ça ne me dit pas que le point d'interrogation c'est le même sur un autre. Donc, si on prend entre l'hypothèse la plus défavorable et la favorable, on est entre 5 et 30% des cépages qui ont disparu aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas leurs parents. Donc, c'est assez peu. On a quand même conservé notre patrimoine. Il a été conservé dans c'est comme ça que je peux replanter ces cépages, parce qu'ils existent encore, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne pouvait pas réinventer un cépage. Un cépage, c'est une observation fortuite et miraculeuse de quelque chose qui a des vertus et qui permet de faire un vin avec des qualités, tout en ayant des conditions de culture adaptées à un lieu. Donc voilà, sur la question. Alors moi, ça va être, disons, la question par rapport aux cépages oubliés, c'est la corrélation qu'on peut faire avec le changement qu'on a justement climatique aujourd'hui et l'augmentation de température, la raréfaction de l'eau, et donc par rapport après à nos appellations. Et donc aujourd'hui, l'appellation de Bordeaux, elle est sur du Cabernet et Merlot, mais demain, ces cépages-là, est-ce qu'ils vont justement résister aux hautes températures et au manque d'eau? Et est-ce qu'on va accepter de ressortir certains cépages oubliés qui vont être peut-être plus performants là-dessus pour rentrer dans l'appellation? Est-ce qu'on travaille justement sur ce sujet-là? Alors, mon travail, c'est celui-là, hein. C'est pas d'autre. Hein. C'est-à-dire, ça fait 7 ans que je suis vigneron, j'ai pris 6 incidences climatiques en 7 ans. Donc, la situation des vignerons devient dramatique. Parce que moi, je suis en rive gauche, donc je suis assez bas. Donc, quand il fait -2 dans l'entre-deux-mer, il fait -4 ou -5 chez moi. Donc ça veut dire que j'ai fait 3 gelées en 7 ans, j'ai fait une grosse grêle où j'ai tout perdu, 2 années de sécheresse intense. Donc ça devient compliqué de produire du vin dans un modèle économique donné, parce qu'après on peut toujours doubler ou quadrupler ou quintupler le prix de son vin, mais je ne suis pas sûr que mes clients acceptent de payer 5 fois plus cher une bouteille parce que j'ai produit 5 fois moins. Donc clairement, c'est le problème, quoi. C'est clairement le sujet qui me passionne, c'est de dire, c'est de faire l'inventaire de ce qu'il y avait autrefois et de voir quelle solution ça m'apporte. Il n'y aura pas de solution miracle, parce que je vous ai défini 5 critères. Donc le cépage qui coche les 5 cases, s'il existait, on le connaîtrait déjà, il serait encore dans nos vignes, hein. Je veux dire, si on a gardé le Merlot, Cabernet Sauvignon, Sémillon, Sauvignon, c'est qu'il cochait quand même pas mal de cases. De qualité, quoi. Donc mais maintenant, oui, il y a des solutions. Il y a des solutions, c'est évident. Je donnais qu'un exemple. En 2023, j'ai fait 0 récolte de Merlot. J'ai tout perdu avec le milieu. J'ai fait 5% de récolte de Cabernet Sauvignon. J'ai récolté pratiquement tous mes Cabernet Francs, 70% de mes Malbec, 70% de mes Sémillon et Sauvignon. Donc c'est vous dire que la sensibilité à la maladie n'est pas la même. Rien que là, je ne vous parle que des cépages actuels. Tous les vignerons l'ont observé cette année. Et sur mes cépages oubliés, j'ai entre 70 et 80% de récolte. Et certains, je récolte 100%. Donc
sur ces cépages d'autrefois, je récolte. Et je récolte sur le critère mildiou. Je ne dis pas que c'est le seul critère. Hein. Sur le critère mildiou. Et pourquoi je récolte? C'est parce que si on se remet dans la position du vigneron qui avait 1 hectare en 1900, il n'avait pas les moyens d'avoir un pulvérisateur et d'aller acheter du cuivre et faire de la bouillie bordelaise. Donc il lui fallait des choses beaucoup plus rustiques et résistantes. Donc son critère, ce que je découvre aujourd'hui, son critère était évidemment de privilégier ces cépages parce qu'ils avaient une rusticité plus grande par rapport à ces pathogènes nouveaux. C'est absolument évident. C'est impressionnant, quoi. Venir voir le Jurançon noir, j'ai pas une tache de mildiou. Alors en traitement, je traite, hein, parce que c'est pas des cépages résistants. Parce que tous les Vitis vinifera de souche européenne ne sont pas résistants aux maladies. Pour une raison simple, c'est qu'on a fait du croisement génétique en Europe sur un pathogène qui n'existait pas. Donc le végétal européen ne s'est pas adapté au pathogène. Il ne connaissait pas ce pathogène. Et comme à partir de 1850, on rapporte du matériel génétique, on dit tiens, il y a des vignes aux États-Unis, c'est rigolo, on va les ramener en France et on va les mettre dans le jardin pour voir ce qui se passe parce que c'est quand même intéressant. Et on ramène peu à peu tous les pathogènes. On ramène l'oïdium en 1851, on ramène le phylloxéra à partir de 1860, on ramène le mildiou, on ramène le black rot, on ramène la flavescence dorée aujourd'hui. Tous les pathogènes qu'on a dans la vigne ont été importés sur une vigne qui n'a pas appris à s'adapter. Donc, avant 1850, il y avait 0 traitement de la vigne. On récoltait tous les ans. C'était magique. C'est-à-dire, on la mettait sur les zones où on ne pouvait pas faire des zones peu riches, sur des terroirs peu riches, sur lesquels on pouvait produire du raisin, sur des sols qui ne permettaient pas de produire du blé, quoi. Et ça, la contrainte aujourd'hui, elle est bien là. C'est que, si vous le couplez au fait que je vous ai expliqué qu'un cépage... il est figé, cloné depuis 1221, par exemple. J'en sais rien. Hein. J'étais pas là en 1221 pour savoir si on a trouvé le Cabernet Sauvignon. Évidemment que dans la nature, on l'a bien vu avec le Covid, tous les variants qui tous les 15 jours nous pointent à notre porte, vous mettez un mildiou qui est en évolution perpétuelle à côté d'un cépage qu'on a décidé pour des qualités organoleptiques de figer depuis 5 siècles. Et sur lequel on a mis un cadre législatif et des AOC qui nous imposent de laisser le même cépage et de laisser en plus le même clone. Donc le combat est perdu d'avance. Je veux dire, on ne pourra plus produire de vin. La nature sera plus forte que nous. Je veux dire, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, quand j'ai écrit ce livre et que j'ai travaillé ce truc, je me dis, mais attends, en fait, j'avais pas compris. En fait, on va perdre. En fait, je ne vais pas réussir à faire du vin, quoi. Et c'est à peu près ce qu'on vit depuis 1 siècle et demi, mais avec le réchauffement climatique, c'est exponentiel. Et c'est exponentiel parce que le mildiou est un champignon, et quand on avait du mildiou en 1960 et qu'il pleuvait et qu'il y avait du mildiou, on se rappelle, dans notre enfance, quand on regardait Roland-Garros et journées de pluie, on mettait une laine. Il faisait froid les journées, il pleuvait devant Roland-Garros. On n'était pas en t-shirt. En 2023, quand il s'est mis à pleuvoir, là, début juin, pendant Roland-Garros, il faisait 30 degrés aussi en même temps. Donc on en arrive dans un réchauffement climatique avec un champignon sur lequel, au lieu de faire 18 degrés, il fait 30 degrés. Donc c'est plus gérable. C'est pas possible. Donc on est dans une impasse. Donc on doit bouger. Alors maintenant, ça pose la question de est-ce qu'on va bouger en termes d'AOC ? Je suis clairement pas légitime pour le faire. Je fais partie de la commission des graves pour définir l'encépagement. Je prêche dans le désert. Personne ne m'écoute. Personne ne veut changer l'encépagement. Et personne ne veut changer l'encépagement parce qu'il y a du dogmatisme, mais il y a aussi un problème d'investissement. C'est qu'un vigneron qui a planté de la vigne pour 30 ou 40 ans, quand on lui dit qu'il faut changer, il n'a pas envie de l'entendre. Il n'a pas envie de l'entendre qu'il faut tout arracher et recommencer. Hein. Et il n'a pas l'argent d'ailleurs actuellement, parce que le vin est trop difficile à vendre. Donc on est dans une impasse. Puis après se pose la question de nos institutions et de leur capacité à réagir et à être visionnaires.
Il y a Bordeaux en 2015-2016 a ouvert son cahier des charges, un nouveau cépage, justement pour se poser les questions. Donc l'INAO a ouvert une fenêtre. Elle a dit, on va dans le mur, il faut essayer des cépages, il faut les tester, il faut laisser aux vignerons un champ d'expérimentation sur des cépages résistants et sur des cépages vitis vinifera historiques ou récents. Qu'est-ce qu'a fait le Bordeaux en 2015? Ils ont mis du Touriga national, cépage portugais. Ils ont mis du Marcellan, cépage hybride entre du Cabernet Sauvignon et de la Grenache, qui est extrêmement sensible au mildiou. Ils ont mis de la Rhinor Noah, qui est incomparable au Cabernet Sauvignon, en rouge. Et j'en oublie un. Ils ont mis le Casté. Le Casté est un historique de Bordeaux. Un historique qu'on a découvert vers 1880 à Bordeaux. Voilà les 4 cépages en rouge qu'ils ont. Mais ça manque d'idées. Et pourquoi ça manque d'idées? Parce que le travail que je fais, Bordeaux ne l'a pas fait. C'est-à-dire personne à Bordeaux s'est intéressé à savoir... C'est-à-dire j'ai dû faire cet inventaire des 70 cépages. Je suis obligé de replanter 70 cépages parce que si j'attends que nos institutions le fassent, il faudra 20 ans. Et après, le travail que je fais, est-ce qu'il sera écouté, même ce qu'il a du sens? J'en sais rien, parce qu'il y aura des arbitrages politiques. Et donc, moi, j'ai décidé de faire fi et de dire, tant pis, je vendrai du vin sans AOC. Mais je ferai quelque chose qui me paraît avoir du sens et sur lequel j'ai envie de travailler. Et pourquoi, quand je pose la question, pourquoi ils ont choisi ça en 2015? Ils ne l'ont pas choisi par hasard, ces cépages. Ils ont choisi parce qu'il y a eu une parcelle à Villeneuve-Normand, un programme qui s'appelle VitaDapt, qui est tenu par l'ISVV, un travail remarquable, financé par l'Europe, qui a consisté à replanter 50 cépages européens pour savoir comment ils se comportaient à Bordeaux dans le contexte du réchauffement climatique. Donc ils ont pris les Espagnols, les Grecs, les Italiens, les cépages français emblématiques, et les tous ont plantés. Et comme la seule base de données d'information sur le comportement de ces cépages au réchauffement climatique est cette base de données, c'est comme ça qu'on est arrivé à choisir ces cépages. Une question plus technique là, sur les 26 cépages que vous avez. Vous êtes en lien avec une pépinière, vous bouturez en direct, vous greffez sur du plat américain. Comment vous faites en fait pour la plantation? Alors, il y a une réponse politique et une réponse pratique. La réponse politique, c'est que j'ai pas d'autre choix que d'acheter du plant sorti d'une pépinière. Il est interdit en France de faire de la massale. Si je trouve un vigneron qui a un cépage dans ses vignes, il m'est strictement interdit d'aller prendre les bois chez lui et de les bouturer chez moi. Donc ça, c'est la réponse politique. Donc je commence à faire ce travail. J'ai commencé toujours ce travail par un travail avec du pépiniériste. Je travaillais avec les pépinières Bougès. Les pépinières Bougès qui a fait le jeu avec moi, les conservatoires, de me les greffer et de planter ces plants greffés. Aujourd'hui, je ne plante que des porte-greffes et je surgreffe dessus. Parce que je pense qu'on doit obtenir des meilleures qualités de greffe, mieux travailler. Et du coup, ça ne m'exclut pas de faire quelques massales et d'élargir mon panel génétique à la marge par rapport à la première sélection que j'ai faite, qui est venue d'un matériel sain, issu de conservatoires, sur lequel ils étaient capables de fournir du Cabernet Malbec, de la Pardotte, du Béquignol, du Blanc-Bas, du Blanc-Vert, du Pré-Héras, de la Mairie, du Cabernet Sauvignon, du Petit Péjac, du Jurançon Noir, etc. Alors moi, Jean-Baptiste, je vais me faire un peu l'avocat du diable en revenant sur la question des appellations. Imaginons que demain, en Saint-Émilion, on dit le Merlot, ça ne va plus dans le Bordelais parce que ce n'est pas adapté au mildiou, à l'humidité, etc. Et on va remplacer par du Jurançon Noir ou un autre cépage. Ce ne sera plus le Saint-Émilion pour les... Tu vois, en termes... Si je reprends la définition de l'INAO sur les terroirs. Mais oui. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a envie de... aujourd'hui, sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, quand il fait 40 degrés, je vous garantis que les merlots, ils font pas 13 degrés. Hein. Je pense qu'ils font plutôt 16 ou 17 degrés, les merlots. Et c'est marrant, dans la bouteille, elle fait 14. Donc, ça va tenir combien de temps de faire du vin avec des raisins qu'on vendange à 16 degrés quand il a fait une canicule et qu'il a fait 2 mois d'été et qu'il faisait 40 degrés. Moi, je ne connais pas un client caviste ou sommelier à Paris qui m'achète une bouteille à 15 degrés. Dès que je leur montre 15 degrés sur l'étiquette, ils me disent « Ah non, ça, je ne peux pas l'acheter ».
Donc si nos clients nous disent qu'ils ne veulent plus acheter notre vin, je pense que le vigneron de Saint-Émilion, sauf s'il continue à marquer 14 sur son étiquette, il ne va pas vendre son vin. Hein. Donc il y a un moment où on peut faire l'autruche, mais c'est déjà trop tard. C'est fini, quoi. Pour moi, j'y crois. Par contre, le merlot, actuellement, on sort des grands merlots à 14 degrés. C'est magnifique. Hein. Parce que, en 2022, moi, les merlots que j'ai vendangés, c'est un grand cépage qui, sur ses conditions de maturité, sort des choses très belles. Alors donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être mono-merlot. C'est peut-être pas un problème d'avoir 15% de merlot à 15 degrés dans son assemblage. Mais le merlot monocépage sur un terroir qui est en plein soleil, ça va être compliqué. Hein. Et rajouter par exemple du bouche à laisse pour... Bien sûr qu'on va reconstituer les équilibres. Mais il faut que nos appellations bougent. Le problème, c'est que le réchauffement climatique va plus vite que la capacité du législateur et du vigneron à s'entendre. Puisque le cycle du vigneron, c'est 30 ans. Le temps du vigneron, c'est 30 ans. Je veux dire, il plante une vigne, éventuellement, il l'arrachera dans 30 ans. Donc si le vigneron veut commencer à bouger, il va le faire sur 1% cette année, 1% l'année prochaine, 3% l'année prochaine. Donc ça sera très lent, on n'a pas le choix. Donc, on peut surgreffer, mais il faut y aller, quoi. Il faut être couillu, quoi, comme on disait midi. Il faut y aller, il faut le faire. Ouais, bien sûr qu'on peut surgreffer. Ouais. Mais on devra prendre des décisions. Mais actuellement, la prise de conscience, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et aussi parce que si on rajoute la prise de conscience environnementale, c'est-à-dire que moi, mon discours, c'est un discours de vigneron bio. Parce que quand je prends 1200 mm de pluie sur un millésime 2023 et que je me prends 200 mm de pluie entre le 1er et le 10 juin, ça passe pas. Ça passe pas. Avec du cuivre, ça passe pas. Je veux dire, je peux pas traiter tous les jours et mes 4 kilos de cuivre, j'en fais quoi? Je récolte pas, j'ai plus de merlot à la fin. Donc si j'ai plus de merlot, dans 2 ans, j'existe plus, quoi. Si je me prends... moi, je suis encore là parce que j'avais revendu ma boîte et que j'avais de l'argent, mais je ne devrais plus exister. En tant que néo-vigneron s'étant installé, ayant eu toutes ces déconvenues, je ne devrais plus exister. Donc on est obligé à une remise en cause et d'écouter ces paramètres, et puis sans parler d'écouter le consommateur. Parce que moi j'entends beaucoup, là, j'ai suivi pas mal de conférences. Là. J'ai suivi une conférence là, qui a été diffusée sur le site des œnologues par quelqu'un qui est passionnant, qui s'appelle Marc Plantevin, qui est un chercheur qui travaille sur les cépages qui ont été plantés par Pontet-Canet dans ses vignes. Ils ont mis une 60-70 cépages et ils les observent et ce qu'ils font. Mais la clé d'entrée de son étude, c'est étudier tous ces cépages pour savoir lesquels ne vont pas dénaturer le goût de Bordeaux et nous apportent des solutions. Et je trouve que c'est complètement con. Si on commence dans le cahier des charges à se dire on ne doit pas changer le goût du Bordeaux, mais le spectre des solutions, le filtre, ça va être compliqué. Hein. C'est-à-dire on ne veut pas changer le goût de Bordeaux, mais on veut une solution. Bah, peut-être qu'on peut dire aux consommateurs qu'on va changer un peu le goût du Bordeaux. Et puis après, si on s'inscrit maintenant dans l'histoire, cette notion, elle n'existe pas. Il y avait 70 ou 80 cépages dans nos vignes encore. Il y avait au moins 25 cépages dans nos vignes en 1950. Hier, le vigneron à Bordeaux avait 50 cépages, il y avait 50 cépages dans les vignes. Les vignerons avaient encore du Mansin, de la Pardot, de la Mairie, du Bouche à laisse, du Jurançon noir ici dans l'Entre-deux-Mers. On veut nous inventer, donner en référence un critère de typicité du Bordeaux qui est une typicité qui date d'il y a 30 ans. Par rapport à l'histoire, c'est rien du tout. Changeons tout de suite. Hein. Et puis les consommateurs, je ne pense pas que ça soit un problème. Je veux dire, c'est juste une volonté politique de bouger les lignes. Surtout que le Bordeaux, dans la typicité bordelaise, quand je vais voir un Parisien, il me dit « Ah, les Bordeaux blancs, c'est dégueulasse ».
Et les Bordeaux rouges, c'est trop tannique, on ne peut pas les boire tout de suite. Donc moi, je ne veux pas des vins que je mets dans ma cave. Je préfère aller acheter un Beaujolais ou un vin de Loire parce que je vais ouvrir la bouteille. Et avec mes copains, à l'apéro, on va le boire. Et il dit, non, surtout pas à Bordeaux, parce que Bordeaux, il faut le garder 10 ans. Donc c'est ça la typicité qu'on doit conserver. On ne va pas vendre beaucoup de bouteilles. Oui. Vous avez dit que on n'avait peut-être pas fait ce travail-là à Bordeaux, de voir quel cépage de nos jours selon les critères qui seraient plus actuels. Mais donc j'imagine qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus en avance sur ça. Peut-être vous avez mentionné Gaillac. Est-ce qu'il y a des têtes de pont en la matière? Alors Gaillac est un cépage, une appellation atypique, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Robert Plajol, et qui est la personne qui m'a donné l'idée. Moi, le travail que je fais est directement inspiré du travail qu'a fait Robert Plajol à Gaillac dans les années 80-90. Robert Plajol est un vigneron visionnaire qui a contre-pied toute son appellation dans une appellation de Gaillac dans les années 80. Le Gaillac, c'était le Gaillac perlé à 3 euros, à 3 francs, à 5 francs la bouteille. Et c'était le Gaillac rouge, carte noire. C'était absolument catastrophique, avec un panel de cépages permettant à la fois la Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et les cépages locaux. Et Robert Plajol a dit, mais attends, on est complètement con, on n'a pas d'identité, pourtant on a une histoire passionnante. Et il a ressuscité le Loin de l'Œil, le Londinque, le Prunelard. Il a fait un travail merveilleux pour... Et aujourd'hui... le Gaillac se vend très bien. Les vignerons, il y a énormément de vignerons dynamiques avec Gaillac. Et les Gaillacois, les jeunes vignerons derrière, 20 ans après, ils ont fait comme Robert Plajol, ils ont replanté ces cépages. Et aujourd'hui, le travail précurseur de Robert Plajol est devenu la référence à Gaillac. Donc c'est un truc un peu atypique. Après, sur la remise en cause, toutes les régions se remettent en... En fait, ça dépend des crises. C'est-à-dire les régions se remettent en cause. C'est un cycle, le vin. Plus on est dans la merde, plus on se remet en cause. Et plus ça va bien, moins on bouge les lignes. Donc Bordeaux a souffert de 20 années où on avait un problème structurel. On ne l'a pas vu parce que les Chinois achetaient du vin, les Américains achetaient du vin, on écoulait nos vins. Les grands vins de Bordeaux, les prix étaient inflationnistes, ils arrivaient en permanence à augmenter les prix. Et du coup, je pense qu'on s'est dit... tout va très bien, et on ne s'est pas rendu compte que moi je vivais, parce que moi je vivais à Paris, et il y a 10 ans, tous mes copains, ils avaient revendu leur stock de Bordeaux pour acheter autre chose dans leur cave. Ils s'en étaient débarrassés, quoi. C'est-à-dire tous les cadres sub parisiens disaient j'arrête de boire du Bordeaux, je pars en Loire, je pars en Beaujolais, il y a des choses passionnantes, ça m'amuse plus. Et Bordeaux n'a pas voulu écouter cette tendance, n'a pas voulu comprendre ça. Donc il y a pour répondre à la question, il y a des régions extrêmement dynamiques sur les cépages. Il y a le conservatoire alpin, le travail en Savoie, Isère, ils font un travail extraordinaire. Le sud-ouest fait un énorme boulot. Le travail de la cave coopérative de Plémont, c'est juste incroyable en termes de cave coopérative. Le travail qu'a fait Plémont pour faire adhérer, je ne sais pas combien ils ont peut-être 500 adhérents, et faire un travail de pédagogie auprès des 500 vignerons pour dire on peut s'en sortir que si on travaille sur l'authenticité de nos cépages et si on retravaille sur réinstaurer des cépages. Donc ils ont ressuscité le Tardif, ils ont ressuscité le Mansin Noir à Plémont. Et aujourd'hui, la cave de Plémont se porte extrêmement bien. Parce que leur offre, elle est unique, elle est authentique, elle est un travail de vigneron inscrit sur une histoire. Donc il y a eu énormément le travail de Cahors, le travail qu'a fait Cahors autour de son marketing, sa modernisation de ses vins, à la fois sur les Cahors de terroir, les Cahors plus de plaine, et comment ils ont travaillé sur la baseline autour du Malbec. Ils ont réussi à convaincre tous les vignerons de changer, de plus l'appeler le Mansois et de l'appeler ça le Malbec, parce qu'internationalement c'était plus porteur, et ils ont réussi à se fédérer et porter des trucs. Donc oui, il y a beaucoup de régions qui ont bougé les lignes, qui sont remises en cause et qui se portent très bien. Il y a 20 ans ou 30 ans, la Loire, c'était invendable, le vin. Le vigneron, c'était la misère. Le Muscadet, c'était la misère. Le Beaujolais, il y a 10-15 ans, c'était la misère. Donc ces régions ont fait cette mue, ont bougé des lignes sur l'encépagement, sur les types de vins, et aujourd'hui se portent extrêmement bien. La Loire, tous les vins blancs de Loire, ils sont plus assez de vin, la Loire, pour vendre du vin.
Mais par contre, ce qui souffre aujourd'hui, c'est les grandes régions de vin rouge tannique. Donc c'est le Rhône Sud, c'est le Languedoc, c'est le Rhône Sud, c'est Languedoc, c'est Bordeaux, où on n'a pas anticipé ces tendances. On n'a pas écouté nos consommateurs et nos clients pour savoir ce qu'il fallait proposer. Donc il n'y a pas de fatalité, quoi. Dans 20 ans, Bordeaux, est-ce qu'on va tenir 20 ans, c'est notre sujet, mais dans Bordeaux, moi je prends le pari, dans 20 ans, Bordeaux, ça sortira très très bien. On a des magnifiques terroirs, savoir-faire, on sait produire du vin. Il faut juste qu'on s'entende sur une stratégie et qu'on porte un même message et qu'on le fasse bien, quoi. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut être un peu complotiste et se dire que peut-être il y a certains cépages qui ont pratiquement disparu parce que l'industrie phytosanitaire avait que faire avec des cépages résilients qui étaient capables de résister à plein de maladies, etc. J'y crois pas. Bon. J'y crois pas. J'ai entendu ces thèses, mais ça me paraît, c'est trop. Moi, c'est ce schéma-là où j'ai pas de preuves et que ça arrange de diffuser des thèses parce que ça nous arrange politiquement. Moi, ça me fatigue. J'y crois pas parce que si je vous décris le mouvement historique, ça commence en 1907 avec les crises vignobles qui obligent à des remises en cause. Ça arrive en 1935 avec l'industrie. 1935, la création de l'AOC, avec une vraie volonté autour de des usages loyaux et constants qui ont fait la base du vin français, qui est la création de l'AOC, qui est vraiment le fondement. Et c'est ça qui a amené à la disparition de l'encépagement. Et du coup, les cépages, ils étaient déjà définis en 1935. En 1935, on n'a pas de tracteur. On n'a pas de tracteur pour aller dans ces vignes. C'est l'après-guerre, la mécanisation. Ici à Bordeaux, elle se fait, l'achat du premier tracteur, c'est dans les années 50, quoi. Donc cette agro-industrie, elle a besoin du tracteur, elle a besoin du pulvérisateur, elle a besoin des propriétés à grande échelle, ce qui est rendu possible à partir des années 60. Donc chronologiquement, moi, ça me paraît pas avoir du sens, cette logique. Juste un détail avant de poser ma question. Le conservatoire de cépage, c'est la tour Carnet et pas Pontet Canet. Ah non, j'ai voilà. fourché. Voilà, tout à fait. C'est Magré. Voilà, c'est la tour Carnet qui a fait ça. C'est juste un détail. C'est un lapsus et j'en suis bien conscient. Et voilà. C'est en Obénoc, c'est pas Pauillac. Voilà, tout à fait. Et ma question était la suivante. Comment vous faites pour faire abstraction du porte-greffe dans vos évaluations de cépages dont vous avez parlé tout à l'heure? Je fais ISO porte-greffe. Je travaille sur du Gravzac aujourd'hui. D'accord. Et justement, est-ce que le fait d'avoir du Gravzac ne pose pas aussi un problème d'adaptation Je suis d'accord, je ne suis pas chercheur. Ouais. Je suis obligé de faire des choix et les faire vite. Et je ne dis pas que j'ai raison et probablement que je me rendrai compte que j'ai fait beaucoup de conneries et j'en ai déjà fait beaucoup. Mais je suis obligé de me jeter à l'eau. Je veux dire, sachant que dans ces cépages que je replante, il y en a beaucoup qui ne sont pas au catalogue. Parce que dans les cépages, il faut comprendre qu'il y a les cépages qui sont inscrits dans le cahier des charges de l'AOC. Donc c'est des cépages, on a le droit de revendiquer une appellation à Bordeaux. Il y a les cépages qui sont autorisés en France et sur lesquels on a le droit de produire d'autres AOC ou du vin de France. Donc il y a 300 cépages et il y avait 2500 cépages en France autrefois. Probablement autour de 2500. Ça veut dire qu'il y a 2200 cépages qui sont orphelins et qui étaient dans nos vignes. Et quand vous plantez l'un de ces cépages, vous avez le droit ni de vendre le raisin, ni de vendre le vin. Donc personne n'essaye ces cépages puisqu'il n'y a pas de modèle économique possible. Et donc, comme personne n'essaye, on ne saura jamais si ces cépages apportent une solution ou pas. Donc moi je les plante aussi, j'en plante pas beaucoup, je fais de manière expérimentale, je fais 100 pieds. Et parce que il y a un moment, il faut pouvoir avoir les pH, goûter les raisins, voir ce qu'il fait. Et puis, si dans ces cépages, il y en a qui me paraissent intéressants, je ferai le travail administratif pour réinscrire ces cépages au catalogue, qui est un marathon, mais sur lequel les administrations sont beaucoup plus ouvertes. Avec aujourd'hui, quand on fait la demande de réinscription d'un cépage historique, typiquement, je parlais du dynamisme de la Savoie et de l'Isère aujourd'hui. Dans Savoie et l'Isère, ils ont réintroduit 20, 30 cépages historiques. À partir du moment où des gens font le boulot, c'est autorisé, on les réinscrit. Mais il faut que quelqu'un fasse le boulot, fasse les dossiers, les étudie, justifie de leur intérêt agronomique aujourd'hui. Ce que je ferai dans les prochaines années sur les cépages sur lesquels je veux planter 1 hectare. Et si je veux planter 1 hectare, il faudra bien que je commercialise le vin.
Donc si je dois commercialiser, il faudra qu'il soit inscrit au catalogue des cépages. C'est peut-être une question un peu moins technique, mais comment vous savez combien de pieds de vigne il vous faut par cépage pour avoir un bon échantillon, pour avoir assez de matière pour tester, quoi? La densité de la parcelle ou le nombre de pieds minimum pour pouvoir vinifier. Oui, c'est ça, ouais. La deuxième question ? Ce serait plutôt la deuxième, oui. D'accord. Nous, en laboratoire, on peut vinifier 50 litres, quoi. Mais il faut de l'outillage très spécifique, avec des cuves très petites. Nous, en tant que vignerons, un petit garde-vin, ça fait 5 hectos, quoi. On ne sait pas descendre en dessous, quoi. 5-10 hectos, donc c'est 500 à 1000 litres. Et il faut considérer qu'on peut faire 1 litre par pied. Donc si on veut faire 500 litres, il faut 500 pieds. Okay. Donc ça doit être compliqué à cultiver aussi, parce que du coup c'est des échantillons beaucoup plus petits. Ah oui, c'est le bordel. Ouais. Mes équipes s'arrachent les cheveux, heureusement qu'ils sont passionnés, qu'ils sont pris au jeu, qu'ils trouvent le schéma intéressant, mais chaque cépage, il n'a pas la même conduite, il n'a pas la même taille, comment je dois les palisser, quels sont leurs comportements. Sur chaque cépage, il faut qu'on réinvente l'usage, la pratique à la vigne, lesquels il faut épamprer, lesquels il faut aller bourgeonner. Sur chaque cépage, il faut les observer et savoir ce qu'il faut se passer. Bravo. Bonjour. Dans un tout autre domaine, la cosmétologie, on sait que par exemple L'Oréal est en train de reformuler toutes les compositions de ses produits pour exclure tout ce qui est néfaste, toutes les molécules néfastes à la santé. Et ils font tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Peut-on imaginer que l'intelligence artificielle vienne au secours, je dirais, de la vigne en anticipant par exemple les changements climatiques, par exemple? Probablement. Mais pourtant j'ai une autre activité où j'utilise l'intelligence artificielle parce que j'ai une petite start-up à Paris en parallèle. Probablement, mais on reste sur un métier de vigneron. Se dire, il y a un moment, notre métier, c'est des milliers et des milliers de coups de sécateur, des dizaines et dizaines de passages dans la vigne. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas inventé de solution magique pour compresser ce temps homme. Et donc, ça reste un métier manuel. Et tous les sujets d'innovation en termes d'IA que je vois, ça reste des sujets assez anecdotiques sur le sujet, quoi. Alors, je veux bien que ça va aider, probablement qu'on aura des outils de gestion, de monitoring qui seront basés là-dessus. Et on n'a aussi pas les technologies, parce que typiquement, s'il y a un sujet que ça m'intéresserait, ça serait d'être le vrai sujet, ça serait de se dire, intellectuel, chaque pied n'a pas le même besoin, parce qu'il est plus ou moins fragile, plus ou moins vigoureux, plus ou moins malade. Il est plus ou moins concurrencé par les herbes, par les plantes autour. Et donc, il faudrait intellectuellement, il faudrait adapter le traitement de chaque pied de vigne à cet individu. Et évidemment que demain, l'intelligence artificielle nous permettra de dire le pied 17, il a besoin d'une double dose de cuivre et le pied numéro 16, il n'en a pas besoin. Probablement. Et donc, probablement que si on fait ça, qu'on pourra réduire de 30 ou 40% les traitements, on pourra faire un certain nombre de choses. Mais avoir la data, la captation, l'analyse, c'est une chose. C'est un peu ce sur quoi bosse les IA aujourd'hui, par des captations foliaires, par des analyses de feuillage, en drone, ils sont capables de regarder l'intensité de chlorophylle et en déduire un certain nombre de paramètres. Il n'y a pas de raison qu'avec de la statistique, on arrive à s'approcher d'une certaine vérité, mais pour autant, il faudra avoir des technologies et des pulvérisateurs qui sont capables d'adapter leur dose à chaque pied, donc s'ouvrir, se fermer. Et donc aujourd'hui, quand bien même on a l'IA, on n'aurait pas les technologies et on n'aurait pas le pulvérisateur pour faire le boulot et le faire. Mais ça viendra. Ça viendra. On sera dans ces pressions sociétales, et puis il y a un côté absurde. Pourquoi on traite une parcelle, le bas de parcelle est du milieu, le haut de la parcelle est très sain. Quand on rentre avec le tracteur pour aller traiter et mettre une dose de cuivre, on n'arrête pas la buse en haut et au milieu de la parcelle. Donc il y a des choses qu'on fait qui sont forcément contraintes par nos capacités technologiques aujourd'hui et sur lesquelles il y aurait des marges de progression, c'est évident.
pour continuer un peu dans ce sens-là, est-ce que justement toutes les recherches là, que vous avez faites jusqu'à maintenant sont remontées à l'INRAE? Et est-ce qu'il y a un œil bienveillant de l'INRAE là-dessus? Il y a un œil très bienveillant, je m'entends très bien avec leurs équipes, mais je ne veux surtout pas parler avec eux. C'est pas que j'ai quelque chose contre eux, mais le temps de la recherche, c'est pas le mien. C'est-à-dire le temps de la recherche, ils vont me dire il faut documenter, il faut des protocoles, il faut des démarches reproductibles, il faut des placettes de 5 pieds placées à des endroits de la parcelle et des terroirs différents, il faut des collectes de données qui soient pas empiriques mais qui soient tous les jours ou tous les 5 jours sur lesquels on fait une analyse. Si je commence à faire ça, je fais plus mon métier, je suis plus vigneron, quoi. Je deviens scientifique. Je fais surtout pas de la recherche. Je n'ai pas les moyens. J'ai absolument pas les moyens de faire de la recherche sur ces cépages. Donc je dégrossis, je fais comme faisaient nos anciens qui avaient des choses dans leur parcelle, qui se promènent dans la parcelle, qui observent des choses, qui les notent sur un bout de papier. Et puis au bout de 10 ans, ils disent à leur fils non, plante pas ce cépage, il est pas bien, mais plutôt celui-là, parce que j'ai observé que c'est pas scientifique, mais c'est une autre approche, quoi. Ouais. Justement, je ne sais pas si vous avez dans votre méthode d'appréciation des cépages essayé ou évaluer l'approche goethéenne des plantes qu'on utilise en biodynamie, qui permet de comprendre la personnalité, je dirais, de chaque plante ou de chaque animal. Je ne suis pas expert. D'accord. Je fais de la biodynamie de manière assez rudimentaire. On fait les bases, on travaille le plus sainement possible sur une vie des sols, sur restaurer la matière organique, refaire du vivant. Mais je ne suis pas grand expert du sujet. On fait des approches de bon sens, de traitement avec les plantes, mais je suis pas... D'accord, parce qu'en fait, Goethe, le poète qui est mort 100 ans à peu près avant Steiner, avait défini une méthode de compréhension des plantes, entre autres, et aussi des animaux, qui permet de comprendre la personnalité de chaque plante, et c'est totalement adaptable à chaque cépage. Et quand on regarde normalement un cépage, on doit... Je pense je mettrai forcément, j'ai pas ce langage, donc je mettrai pas ce même mot, mais probablement que de ce que j'observe dans le comportement des cépages, on doit pouvoir... La forme des grappes, la taille des grains, la compaction des grappes, le port, la forme des feuilles, tout. Ça sera intéressant. Ouais. Voilà, et donc ça permet effectivement de pouvoir peut-être aller un peu plus vite. Un langage, comme tout langage, ça permet de gagner du temps. Exactement. Ça y est pour les questions. Alors moi j'en ai une dernière. C'est je veux savoir ce que c'est ce badge-là. Puisqu'on a parlé des pieds de vigne, maintenant on va parler des pieds sur terre pour les vignerons de Bordeaux. Donc, alors il y a marqué Bordeaux Pirate sur son badge. Bordeaux Pirate. Donc on a lancé un collectif qui s'appelle les Bordeaux Pirates, qui est un collectif de vignerons bio, avec ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapelle, c'est-à-dire qu'on soit en bio, en biodynamie, que quelqu'un le fasse dans une approche industrielle ou extrêmement artisanale. La démarche est ouverte, ou une cave coopérative, ou un négociant, c'est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est de mettre en lumière des vignerons qui proposent des vins qui sortent du cadre attendu du vin de Bordeaux. Donc c'est sur la base d'une dégustation annuelle. Il y a les vignerons candidats nous envoient des cuvées en disant j'ai fait ça, ça me paraît intéressant, voilà le parti pris. On ne juge pas le parti pris, c'est aux vignerons de définir ce qu'ils trouvent d'original dans le vin qu'ils proposent. Et il y a un jury indépendant, qui sont des cavistes, sommeliers, journalistes, qui se réunissent, étaient 35 cette année, qui notent ces cuvées à la fois sur leur originalité et sur leur qualité, et ce qui nous permet d'élire des cuvées pirates. Et les vignerons peuvent poser un label pirate sur leur cuvée. Et le pirate, ça veut dire que c'est bon et original pour Bordeaux. Chacun a sa définition de la piraterie. Évidemment, c'est beaucoup autour de ce travail sur l'histoire des cépages de Bordeaux et ce que je fais autour de ça, mais il y a d'autres vignerons qui ont une autre interprétation, qui font d'autres choses et qui sont pirates autrement. Et derrière ça, en fait, il y a besoin de mettre en lumière un travail de vigneron et de
de valoriser ce travail dans son originalité, même si ce travail n'a pas place dans l'appellation. C'est-à-dire que innover, ça veut dire, par définition, vouloir faire quelque chose de nouveau, c'est pas de se donner des critères bloquants dès le départ. Quand mon premier vin en 2017, j'ai produit un vin blanc non filtré, non collé, très très mûr, sur du Sauvignon, qui avait des défauts, qui était un peu réduit, qui pouvait déplaire sur certains aspects, mais moi j'avais un vin d'une vraie originalité, d'une vraie authenticité. Je l'ai amené à des restaurants bistronomiques à Paris. Ils m'ont dit génial, j'avais pas goûté un bon vin blanc de Bordeaux depuis 10 ans, je vais t'en acheter, et j'ai tout vendu. Et quand je l'ai présenté au label des vins de Bordeaux, ils m'ont dit qu'il était putride, amer, croupi, réduit, et ils m'ont enlevé 3 points sur mon permis pour faire du vin blanc. Parce qu'on a un permis à Bordeaux. Quand on est vigneron, on a un permis, on a 12 points, et on a des sanctions pour avoir -1, -3. Donc quand je me suis dit, je sors des sentiers battus, je trouve des clients qui adorent, et je me prends -3 points sur le permis, il y a un problème. Donc c'est ce qu'on fait avec les pirates, c'est redonner de la lumière à des vins intéressants pour montrer que même si l'appellation n'a pas envie de notre vin parce qu'on a décidé de faire autrement, parce que l'appellation est sur un principe de typicité, un sacro-saint principe de typicité, et la typicité devient conne parce que ça devient une norme conformiste. Si la typicité, c'est on doit tous faire pareil, c'est pas très intéressant. Si c'est typique d'un terroir et dans une recherche, là, je veux bien qu'à l'origine, la typicité était intéressante, mais aujourd'hui, elle s'est galvaudée sur un vin qui s'est industrialisé à gros volume et qui devient la norme. Quand on présente nos vins, on les compare à cette norme et on nous dit ton vin, il n'est pas dans la norme, donc je le dégage. Donc c'est en réaction à ça qu'on a lancé le collectif des pirates. On est 45 vignerons aujourd'hui, qui est une bannière, un outil qui nous permet de dire à nos clients, nous on n'est pas comme les autres, et si tu n'aimes pas le Bordeaux, viens goûter chez nous, parce que nous on n'est pas Bordeaux, on est Bordeaux Pirate. Ça permet de faire un reset, t'aimes pas le Bordeaux, ça tombe bien, mais tu vas venir goûter. Jean-Baptiste Duquesne, merci beaucoup, et bon week-end à Vitonvin ici à Montségur. Passionnant.